Bonsoir à tous et merci de terminer la journée festive avec nous sur la télévision du développement BB24. Le Bénin célèbre 58 ans d'indépendance. Le grand rendez-vous colle aussi à l'actualité avec 3 invités, 3 plateaux, un membre d'organisation de lutte contre la malnutrition, un consultant en développement local et un agent du CNSR seront sur ce grand rendez-vous avec nous. Bienvenue et suivez la météo. « 58 ans d'indépendance pour le Bénin, c'est une fierté, oui, mais le Bénin connaît encore quelques poches de malnutrition, une situation qui préoccupe la coalition des nutritionnistes sans frontières du Québec. Ils en ont fait leur cause et nous en parlons tout à l'heure sur Nature et Bien-être. Fête d'indépendance du Bénin, en ces jours, chacun se pose en fait la question de savoir quelle est sa part en matière de développement du pays. Reconnaissez tout simplement que c'est l'esprit citoyen qui se remet ainsi en cause. L'expert de ce grand rendez-vous nous dira qu'être citoyen, c'est avoir un esprit développeur. Ceux dont on parlera sur Autant Savoir aujourd'hui sont des acteurs importants pour la bonne marche de l'école. Tenez-vous bien, nous ne parlerons pas des enseignants aujourd'hui. Il s'agit plutôt de ceux-là qui aident bien sûr les élèves et écoliers à traverser la route pour accéder à leur école. Alors, les facilitateurs de circulation, c'est comme ça, on les appelle. Ils sont à l'honneur aujourd'hui sur ce grand rendez-vous. Le grand rendez-vous vous offre le journal, vous savez très bien, à 19h45 exactement. Ce sera à la présentation, ce sera Estelle Pazou. Avant, bien sûr, de la retrouver à 19h45, ouvrons tout d'abord les plateaux de ce grand rendez-vous et on commence par Autant Savoir. Oui, ils sont à l'honneur, les facilitateurs d'accès, c'est comme ça, on les appelle. On peut les appeler aussi facilitateurs de circulation. Ils aident les élèves et écoliers à traverser la route. C'est d'eux que nous parlerons aujourd'hui. Ils sont des acteurs importants de l'école, en tout cas pour la bonne marche de l'école au Bénin. Nous allons parler d'eux et suivons déjà ce reportage signé Arnaud Adadja qui nous présente, qui nous fait voir ces gens-là sur le terrain en train de travailler. Regardez. Le passeur, étoffe rouge, chicotte ou matraque en main, on les appelle passeurs ou scouts. Le sifflet soigneusement introduit entre les commissures, le passeur va et vient et stoppe à son gré les usagers de la route dans les deux sens. La voie est libre, les écoliers peuvent passer.
J'aide les gens à traverser la voie pour éviter les accidents. Le passeur, déjà au poste à 7h moins 10, sa présence devant l'école rassure écoliers et tout le monde. Plus qu'un job, être passeur peut être assimilable à une mission divine. C'est une mission divine. Nous, on aime les écoliers, malgré la petitesse du salaire. Les automobilistes ne nous respectent pas. Ils ne nous reconnaissent pas notre valeur. Ils disent, quitte la voie, je vais te projeter maintenant. Le passeur, pauvreté et accidents font partie des risques liés au métier. Et pourtant, dans la plupart des cas des écoles en bordure de voie, la mobilité s'observe de part et d'autre. Cela crée beaucoup d'accidents. On a des blessés, on a même des parents aussi qui sont victimes des accidents. Et ce qui a fait que, après de longues réflexions, je me suis dit, bon, il faudrait que je recrute un passeur. Le passeur, un usager, donne ici ses impressions. Je pense bien que c'est une œuvre louable que ces personnes de bonne volonté font en faisant traverser les enfants afin de leur éviter d'éventuels accidents. Le passeur gagne moins du SMIC béninois, à savoir de 15 000 à 30 000 francs CFA, rarement 40 000. En outre, dans les écoles publiques, les subventions sont en retard ou quasi irrégulières, au point où ce sont les directeurs qui prennent le relais. Vu ces conditions, que faire? Je souhaiterais que les élus locaux pensent instaurer dans leur programme ou dans leur budget une partie de fonds, peut-être qui va leur permettre de recruter des personnes de bonne volonté pour pouvoir exécuter cette tâche de façon officielle. Le passeur. En attendant, les écoliers, eux, vont continuer de jouir des nobles services du passeur. Oui, ce sont des acteurs très aimés des écoles et surtout du Centre national de sécurité routière, le CNSR, représenté sur ce plateau par M. Georges Anagonou, qui est le chef de service communication et coopération du CNSR. Bonsoir. Bonsoir. Je peux déjà vous dire bonne fête, c'est ça? Merci beaucoup. Moi aussi, j'allais le dire aux auditeurs de BB24, que nous tous, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous parlons facilitateur de circulation. C'est vrai, ce sont les vacances déjà. Il faut qu'on commence déjà par préparer la rentrée prochaine en pensant bien sûr à ces acteurs-là, ceux-là qui ont participé à ces résultats que nous avons eus quand même, parlant bien sûr des résultats scolaires des examens de fin d'année cette année. Eh oui, Hassim Gaba, c'est vrai que nous sommes en vacances, mais vous le savez, le mois d'août a démarré en septembre. Nous aurons encore les cours de vacances dans la plupart des écoles. Donc, les passeurs vont reprendre justement leur bâton de pèlerin déjà à partir du mois de septembre. On ne les connaît pas toujours, on ne comprend pas toujours quel est le rôle qu'ils jouent sur nos voies. Même les usagers des voies parfois ont l'impression qu'ils gênent la circulation et pourtant ils sont là pour jouer un rôle qu'on leur a assigné. Quel est ce rôle et quelle est l'importance justement de leurs actions au niveau de la sécurité routière? On en parle avec Georges Anagonou, qui est chef service communication et coopération. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors dites-nous, vous personnellement, quel est votre avis sur les passeurs? Personnellement, je pense que lorsque nous envoyons les enfants à l'école, ce qui nous importe d'abord sur le chemin de l'école, c'est la sécurité, c'est leur sécurité. Comment faire en sorte qu'ils arrivent à l'école sains et saufs et que sur le chemin de retour, ils peuvent aussi revenir sains et saufs. Alors, lorsque nous connaissons l'affluence qui a, connaissons l'importance du trafic sur les routes qui passent devant les écoles, eh bien, nous devons savoir que c'est un rôle très important que ces facilitateurs-là jouent
Si eux, ils ne faisaient pas en sorte que l'enfant puisse traverser facilement, eh bien l'enseignant n'aura pas l'enfant pour pouvoir l'éduquer. Et si on n'éduque pas l'enfant, est-ce que nous ne préparons pas l'avenir de notre pays? Voyez-vous, tout ça là s'enchaîne pour vous dire quelle est l'importance du facilitateur lorsqu'il se présente devant l'école pour aider les enfants. Alors, quel est l'intérêt pour une école d'en recruter? Parce que justement, le constat est flagrant. Toutes les écoles n'ont pas de facilitateurs, même si elles sont non loin de grandes rues. Lorsque nous sommes bien organisés, et c'est une question de territoire. L'école se trouvant sur le territoire d'une mairie, il revient dans d'autres pays, c'est la mairie qui se charge de gérer les écoles. Et donc c'est la mairie aussi qui se charge de gérer ces facilitateurs pour pouvoir aider les enfants à traverser. Déjà, nos rues ne sont pas suffisamment, les signalisations ne sont pas claires. Il y a des écoles devant lesquelles il n'y a pas le passage côté pour montrer que les enfants vont traverser par là, d'accord, ce qui est un grave danger, voyez-vous. Donc, chaque école, c'est si en temps la mairie ne fait pas son travail, que la responsabilité revient à l'école de pouvoir recruter. Donc, l'école peut dire, j'ai pas les moyens, je ne peux pas en recruter, ou d'autres écoles disent, non, par rapport au peu que nous avons, et par rapport aux conséquences de l'accident de la route, nous sommes dans l'obligation d'en recruter. Et beaucoup d'écoles, effectivement, dans notre pays, se débattent pour pouvoir recruter des facilitateurs. Et ça devait être un mouvement d'ensemble. C'est pourquoi j'ai dit, si la gestion est confiée à la mairie, dans le cadre de la décentralisation, il revient alors à la mairie d'organiser tout ça. Et la mairie ne regardera pas pour dire, je n'ai pas de l'argent pour telle école. La mairie devra alors pouvoir toutes les écoles. Nous avons quand même beaucoup d'écoles dans Cotonou. Est-ce que vous pensez que la mairie de Cotonou a les moyens de pouvoir assurer la sécurité de tous ces enfants-là? Lorsque vous me dites nous avons beaucoup d'écoles dans Cotonou, c'est comme ça aussi que la ville de Cotonou a peut-être le budget le plus important que toutes les mairies du Bénin. C'est cela, vous avez les problèmes par rapport à la taille, par rapport à votre taille. Donc, n'allons pas. C'est pourquoi j'ai dit, si nous sommes bien organisés, c'est qu'il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle les fonds FADEC. Pourquoi ne pas prévoir dans le fonds FADEC la prise en charge de ces facilitateurs? Parce que, comme je venais de le dire, si l'enfant ne vient pas à l'école, il ne sera pas éduqué. Mais s'il s'en va et qu'il est fauché ce matin-là, pas un accident, même si c'est des blessures, c'est des jours qu'il va rater l'école. C'est des connaissances qui sont ratées. À partir de ce moment-là, c'est tellement important que nous puissions organiser cela. Mais il n'est pas aussi de mes habitudes de chercher à trouver le bouc émissaire. C'est pas cela. C'est qui organise. Ne vous inquiétez pas, on reviendra à la part de responsabilité du CNSR. Non, oui, bien sûr. Cherchez votre bouc émissaire, on reviendra. Et nous allons l'assumer. Et nous avons commencé par l'assumer. Vous allez remarquer quand vous allez revenir là-dessus. Donc, il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Que depuis l'État, nous puissions penser à la sécurité de nos enfants en quittant l'État et qu'on puisse venir à la mairie et que la mairie aussi puisse pouvoir les écoles. Les facilitateurs sont laissés à eux-mêmes. Nous allons alors leur donner une formation parce que être facilitateur aussi n'est pas donné à tout le monde. Vous devez savoir, lorsque vous voulez faire traverser les enfants, de quel côté vous allez vous poser vous-même. Et à quel moment vous allez donner l'autorisation aux enfants de traverser. Et lorsque vous avez fini de mettre la partie en sécurité, c'est en ce moment que vous allez demander aux enfants de passer. Donc voyez-vous. Donc vous participez à leur formation au niveau du CNSR, c'est ça? L'année dernière, en 2017, je pense, nous avons acheté des tenues spécifiques pour les identifier. Pour les former déjà. Nous leur avons donné une formation et après la formation, nous les avons habillés. C'est vrai que l'objectif, c'était d'habiller toutes les écoles sous toute l'étendue du territoire national. Et vous savez que ce n'est pas une mince affaire. Mais nous avons commencé petitement par habiller. Et bien, je pense que cette année, nous avons encore un programme comme ça. D'abord, pour qu'il soit distinctif. D'accord. On les reconnaisse déjà sur la voie. Voilà. Il ne faut pas qu'ils s'habillent n'importe comment pour être sur la voie. Il faut que leur tenue permette de pouvoir les distinguer comme on fait pour la police. Et donc, lorsque nous avons fini de faire ça, nous faisons de la sensibilisation au niveau des usagers de la route pour leur dire que lorsque vous avez quelqu'un qui est dans cette tenue-là et qui se met sur la route, c'est qu'il vous demande de vous arrêter pour laisser passer les enfants. Oui. Voyez-vous? Et donc,
Toutes ces formations. C'est tout un travail de communication. Hein. Voilà, aussi derrière, avec vous. Et c'est pour ça que... C'est vrai qu'il faut aussi vulgariser, c'est important. Voilà, donc nous puissions faire ça. Et nous avions fait un tapage médiatique là-dessus. Lorsque nous les avons habillés, nous avons commencé par Cotonou, nous sommes allés à Parakou, nous sommes arrivés à Boïko, pour pouvoir travailler déjà dans les grandes villes où le trafic est plus important, pour descendre dans les autres écoles. Voyez-vous, c'est cet appui technique et matériel peut-être que le Centre national de sécurité routière a les moyens d'apporter aux facilitateurs que nous avons commencé. D'accord. Mais ce serait déjà bien aussi de pouvoir les identifier, d'identifier le besoin. Voilà. Par exemple, ce serait bien pour une école de savoir si elle a besoin d'un facilitateur ou pas. Merci, M. Anagono. Le sujet est tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. Ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on aura probablement un directeur d'école aussi sur le plateau pour en parler. Pourquoi pas un pour qu'il puisse nous parler un peu des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ce Mungaba. Merci vraiment, à vous. Sujet très important et bien détaillé également par M. Anagono. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à très bientôt et la fête continue, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'en décembre, si vous voulez. Allez, on reste avec vous, chers téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, ce sera avec un consultant en développement. Il est l'expert de cette édition du grand rendez-vous. Avec lui, nous parlerons citoyenneté. Oui, fête d'indépendance du Bénin. En ces jours, on se pose bien sûr la question de savoir comment est-ce que je participe en réalité au développement de mon pays. Et ça, les experts appellent cela l'esprit citoyen. Quelle est la différence entre le citoyen et, bon, le peuple, si vous voulez, les citoyens et les peuples? On aura le temps de marquer cette différence-là sur ce plateau. Aujourd'hui, nous présentons le citoyen comme un esprit développeur avec l'aide, bien sûr, de Souleymane Koto-Yerima, consultant en développement local. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gaba. C'est la fête au Bénin. Oui, c'est la fête. Nous exprimons notre joie d'être devenus d'une manière ou d'une autre indépendants, autonomes, à pouvoir construire notre avenir. Nous y sommes depuis 58 ans et nous faisons du chemin, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Nous y attelons, population et gouvernants, à ce que les choses puissent se mettre en place de manière à ce que l'indépendance puisse vraiment se sentir en nous et que nous puissions sentir que nous améliorons nos conditions de vie, nous améliorons les conditions du dernier des citoyens qui se retrouvent dans les fins fonds du pays. Vous avez parlé de défis. Est-ce que la citoyenneté fait partie de ces défis-là? C'est l'un des premiers défis que nous avons à relever au Bénin. Si nous voulons vraiment construire une nation prospère, une nation développée, nous devons régler des préalables parce que nous sommes dans une cité qui est gouvernée par des normes. Il faut que ceux qui sont censés appliquer ces normes les appliquent comme il se doit. Ceux qui sont censés mettre en œuvre un certain nombre d'actions dans le cadre de ces principes qu'on s'est fixés, qu'ils puissent se comporter comme il se doit. Et nous, citoyens en arrière-plan, nous devons savoir quels sont les droits que nous avons par rapport au cadre normatif dans lequel nous sommes, quelles sont les exigences que ce cadre nous impose également et pouvoir les respecter de manière à ce qu'ensemble, de façon harmonieuse, nous puissions conduire le processus de développement. Sinon, les gouvernants vont baser leur politique sur qui? Pour qui le mènent et avec qui ils vont les conduire? C'est d'abord avec nous, citoyens, avec nous, populations. Et si nous ne sommes pas dans la même dynamique que ceux qui nous gouvernent, nous ne pourrons pas parvenir objectivement. Donc, il y a vraiment un chantier à déblayer au niveau de la citoyenneté pour que nous puissions aller au développement. Au développement, vous avez utilisé deux mots, citoyen, population. Quelle est la différence entre... Alors, la population ou les habitants, oui, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans une cité, dans un pays, dans un village. Si nous sommes dans le cadre du village, dans une commune et autres. Donc, c'est l'ensemble de ces populations-là qui constituent la cité, qui sont des habitants ou des résidents au niveau de la cité. Mais par contre, au niveau de cette même cité, il y a ceux qui sont des sujets de droits et de devoirs. C'est eux les citoyens. Les sujets de droits. Les sujets de droits, c'est-à-dire, oui, vous avez des obligations à respecter et en respectant ces obligations, on vous confère un certain nombre de droits, des acquis
auxquelles vous pouvez accéder. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des citoyens au Bénin? Si on doit suivre les normes, objectivement, nous n'avons pas de citoyens. Il faut être sincère. Il faut être sincère envers nous-mêmes parce que nous sommes les premiers à violer toutes les normes qu'on a établies, toutes les règles qu'on a établies, toutes les lois qu'on a établies. On vient de parler de sécurité routière, par exemple, dans votre premier plateau. Moi, je me demandais, mais est-ce que les passeurs, par exemple, dont vous avez parlé, sont nécessaires si tout le monde respectait les normes qu'on s'est établies? Le code de la route a défini par où traverser la route. Le code de la route a dit au conducteur quel comportement avoir lorsqu'il voit les bandes où le piéton doit passer. Est-ce qu'à partir de ce moment, on a besoin d'un passeur pour faire traverser les enfants à main? Non. Si on respectait la loi, le chauffeur, dès qu'il voit que des passagers, des piétons sont debout, doit s'arrêter pour qu'il passe avant de continuer son chemin. C'est parce qu'on n'a pas respecté cette simple norme de citoyenneté que nous avons besoin d'engager d'autres dépenses complémentaires pour l'État, pour les entreprises, afin que ces derniers puissent permettre aux citoyens ou aux enfants de pouvoir traverser librement la route sans se faire cogner par un engin quel qu'il soit. Et donc, c'est ça le travail que nous ne faisons pas qui fait que j'affirme que objectivement, nous n'avons pas encore de citoyens dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme. Alors, donc si on parle de citoyens, pour vous, c'est celui-là qui respecte les normes établies. Alors, la citoyenneté, d'abord, se base sur deux principes. Le premier, c'est la nationalité. Donc, la cité dans laquelle vous vivez, vous devez être reconnu par cette cité qui vous reconnaît comme un membre de son corps. Et ensuite, vous devez avoir atteint un minimum d'âge confère au fait le deuxième niveau qui fait que vous quittez le simple fait d'être population, d'être habitant pour être citoyen, parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes sujet d'un certain nombre d'obligations dans le cadre de la cité. Et donc, dans notre pays, nous avons fixé un minimum de 18 ans qu'il faut avoir pour accéder à la citoyenneté. Le reste, nous les considérons comme des enfants, des sujets de droit, mais qui n'ont pas vraiment encore de véritables obligations vis-à-vis de la cité parce qu'ils sont considérés encore sous le joug de la famille, sous le joug des parents. Mais à partir du moment où vous passez le cap de 18 ans, vous êtes un sujet de droit, mais aussi un sujet d'obligation, donc de devoir que vous devez respecter pour attendre que vos droits soient respectés. Nous avons une société désintégrée où les gens ne savent pas dans quel pays ils sont, quelles sont leurs responsabilités dans la mise en œuvre des politiques, quelles doivent être leurs obligations dans leur quartier, dans leur village, dans leur arrondissement, dans leur commune, et quelle doit être leur contribution. Mais si nous ne faisons pas ça, le développement tant souhaité ne va pas venir parce que chacun va penser faire ce qui est bien, alors que dans ce qu'il pense être bon, c'est peut-être le mauvais chemin qu'il est en train de faire. Alors, est-ce qu'il faut tout simplement inculquer l'esprit citoyen ou de citoyenneté à la population béninoise pour avoir un Bénin développé? Bien entendu. Bien entendu. Juste ça suffit? Écoutez, c'est un minimum. C'est un point de départ que si on ne règle pas, nous n'irons nulle part. Oui, moi je le dis de manière formelle parce qu'on pense que c'est aligner les politiques publiques qui permettent de faire le développement. Vous alignez un certain nombre de programmes avec des financements qu'on met en œuvre pour des gens. Vous construisez des infrastructures pour lesquelles les gens n'ont aucun respect, qu'ils détruisent. Vous sortez d'ici, vous faites le tour des rues bitumées. Vous allez voir, partout les gens ont mis des barres de fer pour protéger les caniveaux que les gens les ont enlevés. C'est quel type de citoyens? Ceux-là contribuent au développement ou ils empêchent le développement. Et donc, on ne va pas régler la question de la citoyenneté, accompagné par le comportement même de ceux qui nous gouvernent. Et de l'autre côté, les sanctions qui suivent. Parce que toute personne qui viole les normes qu'on a établies doit être soumise à des sanctions. Si on ne soumet pas ces gens aux sanctions, nous allons travailler au quotidien à faire de la théorie de la citoyenneté, à faire de la théorie du développement sans pouvoir atteindre les... Celui qui vole, il faut le sanctionner. Mais celui qui brûle le feu, il ne faut pas le sanctionner. Il faut le verbaliser, saisir son engin et envoyer à la fourrière et demander qu'il aille au guichet du trésor payer pour ramener le reçu. Et donc,
si nous ne mettons pas un ensemble d'actions concertées, intégrant l'ensemble des composantes de la population, nous n'aurons pas les résultats. Ce travail ne doit pas être orienté uniquement vers les administrés, parce qu'on a beau travailler sur les administrés, vous avez beau sensibiliser, vous avez beau former les populations, s'ils sortent, ils se réfèrent à des gens, ils se réfèrent à des leaders qui sont dans leur milieu. Si les leaders n'ont pas les comportements qui doivent être les leurs, ils ne vont pas, les populations, quelle que soit la théorie que vous avez développée devant elles, ne vont pas suivre, ne vont pas prendre le pli et ne vont pas contribuer au développement de notre pays. Donc, si je comprends bien, pour avoir donc des citoyens au Bénin, il faut qu'on parte à l'école, bien sûr, de notre constitution, de nos tests fondamentaux, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, sur ce grand rendez-vous Nature et Bien-être, aujourd'hui, nous parlons de malnutrition. Oui, le Bénin en connaît encore quelques porches. Et pour corriger donc cette situation, cette coalition donc, est au Bénin, la coalition des nutritionnistes sans frontières du Québec. Nous allons parler avec eux de leur lutte, de cette cause qu'ils défendent tout simplement. Nous allons suivre d'abord ce reportage signé Karamat Agbatao, qui nous parle de malnutrition. On se croirait au Sud-Soudan ou même en Somalie. Mais non, ce sont là des images d'enfants béninois malnutris. Des images prises dans un centre de santé dans le nord du pays. La malnutrition et la faim sont malheureusement l'une des tristes réalités des populations béninoises. Il y a surtout la commune de Karimaman qui pratiquement est la lanterne rouge, et la commune d'à côté, celle de Malanville également, ne donne pas de bons chiffres. Les cas de malnutrition sévère font 1,17%. Et pour les cas de malnutrition modérée, ça fait 7%. Et de façon globale, on est à 8,7%. La malnutrition fait partie des 5 grandes causes d'hospitalisation dans le service de pédiatrie. Et ça fait partie des 5 grandes causes de décès des enfants en pédiatrie. Donc c'est vraiment une maladie qui mérite une attention particulière. Si ce mal sévit si tant au Bénin, c'est fort d'un certain nombre de pratiques observées, que ce soit au nord comme au sud du Bénin. Nous avons entre autres les causes liées aux habitudes alimentaires, les causes liées aux pesanteurs sociaux culturels. Lorsque la mère met au monde un enfant, normalement, la mise au sein doit être automatique. Mais tel n'est pas le cas. Chez nous, on dit que le premier lait n'est pas de qualité. Et la population presse ce lait et on jette. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les 3 repas qu'ils tombent dedans. C'est parce que peut-être les 3 repas ne sont pas des repas équilibrés. Et là, je peux vous dire, l'État est en train de faire et continue de faire beaucoup de choses. Même si le Bénin fait partie des 10 pays de l'Afrique les mieux nutris selon le PAM, Programme alimentaire mondial, les cas constatés urgent quand même d'être pris en compte. Tous les enfants de 6 à 23 mois bénéficient tous les mois de distribution gratuite de micronutriments. Et ça, ce n'est pas seulement dans Malanville Karimaman, mais c'est dans tout le département de la Liborie. Par an, nous avons 2 semaines que nous décrétons, qu'on appelle semaine de survie de l'enfant. Nous organisons des séances d'éducation nutritionnelle pour amener la population à comprendre comment composer les aliments, comment mettre l'enfant au sein, quel aliment il faut donner à l'enfant, comment varier l'alimentation de l'enfant. Les enfants de 6 à 59 mois sont majoritairement touchés par la malnutrition. Les personnes adultes en souffrent également, en l'occurrence les femmes enceintes. Et nous revenons en plateau avec Mme Guylaine Guévremont, membre de la coalition des nutritionnistes sans frontières du Québec,
Bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé d'enrayer complètement la malnutrition. Oui, c'est l'objectif. Merci en tout cas pour cette cause. Bonsoir, Rosda Nondé. Bonsoir, Siom Gaba. Nous parlons malnutrition, le Bénin en connaît quelques poches, le reportage en est une preuve. Tout à fait. Ben, déjà, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête. Ah oui, hein? Notre pays fête. Nous fêtons 58 ans ans d'indépendance, entre griffes d'abord. Oui, d'indépendance. Et vous ne voyez pas que mes yeux brillent aux couleurs... Oui, je vois les lèvres rouges et puis au niveau des paupières, vous avez le jaune. Aux couleurs nationales. Wow. Oui. Ah oui, maquillage aux couleurs nationales. Oui. Ça, c'est bien. On va appeler ça comment? Maquillage homme nouvelle ou drapeau? Maquillage indépendance, 58 ans. Alors, nous sommes avec, comme vous l'aviez dit, Madame Guylaine Guevremont. Merci d'être là. On parle avec vous de la malnutrition. La malnutrition, mais aujourd'hui, on va aborder deux différents types de malnutrition, modérée et légère. Déjà, précisez-nous déjà la différence entre ces deux types de malnutrition. Mais en fait, il n'y a pas tant une différence si clinique. C'est plutôt pour dire que seulement une malnutrition légère est suffisante pour avoir des impacts au niveau du développement intellectuel, moteur de l'enfant. Et le problème de cette malnutrition, qu'elle soit modérée ou légère, c'est qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc ici, quand on voit des reportages, ce qu'on nous montre, évidemment, c'est la malnutrition sévère. Sévère, là, parce que là, ça on frappe. se dit oui, exactement, mais tous ceux qui sont atteints de malnutrition légère ou de malnutrition modérée, on les voit pas, sont à côté de nous. Un enfant peut être bien, avoir un poids tout à fait normal et souffrir de malnutrition. Donc, c'est vraiment important de spécifier parce qu'un manque de vitamines peut empêcher l'enfant de se remettre, d'avoir un bon système immunitaire qui lui permet de guérir de diarrhée et il finit par mourir de diarrhée parce qu'il avait à l'origine une malnutrition modérée ou légère qu'on n'a pas identifiée et dès qu'il a été infecté d'une maladie, d'un virus, mais il en est décédé et c'est ce qui est important de noter parce que surtout ici à Cotonou, on entend il n'y a plus vraiment de malnutrition chez nous. Erreur, 37% de malnutrition au Bénin. Au Bénin. La malnutrition commence dans le ventre de la mère, pas juste quand le bébé vient au monde. Un bébé qui n'aura pas tous les nutriments pour son développement, peut souffrir. Déjà malnutri. Ben oui, exactement. Donc, on appelle ça des bébés de faible poids. Donc, un bébé qui pèse moins de 2,5 kg est considéré comme un bébé de faible poids. Et on sait que les bébés de faible poids ont un quotient intellectuel diminué de 5 points. Donc, il vient au monde avec un déficit de quotient intellectuel. Si le bébé, en plus, est anémique, on sait qu'il peut diminuer le quotient intellectuel de 9 points. Donc, cet enfant-là, il part avec quelque chose de... Il n'y a pas l'intelligence nécessaire alors que vous avez des aliments au Bénin. La réalité n'est pas la disponibilité, c'est les connaissances qui manquent de comment bien nourrir les femmes, comment bien nourrir les bébés pour éviter... Surtout parce que les femmes enceintes. Bien, exactement, surtout les femmes. L'invité précédent parlait de citoyen responsable. Oui. Comment on peut devenir un citoyen responsable si notre intelligence ne nous permet pas de conceptualiser la complexité d'une société? On est rendu dans un espace de globalisation. Nous sommes aussi responsables que vous de vos bébés parce que la solution aux problèmes climatiques, c'est ensemble qu'on va la trouver. On peut plus dire, si on oublie qu'on est une humanité, la planète est en train de nous le rappeler, on peut pas dire, ça c'est un problème qui appartient au Bénin. Ils sont malnutris, pas très intelligents à cause de leur malnutrition. Puis on vit avec les conséquences. Donc c'est important pour avoir une société qui est en santé, un système immunitaire solide qui permet de prévenir les problèmes de malnutrition. Et tout ça, c'est déjà l'impact sur le développement même de la nation. Exactement, qui est tellement important. Donc, est prévenable. C'est ça qui est triste, c'est de dire tout ça serait facile à prévenir. Donc, par exemple, la malnutrition en vitamine A, on sait qu'un mélange de vitamine A et de zinc permettrait de rendre les enfants plus résistants au paludisme. Donc, il y a des sommes incroyables qui sont mises pour régler, pour guérir du paludisme, mais qu'est-ce qui est fait en amont pour rendre les enfants plus forts, pour pouvoir prévenir? Et on sait aussi qu'au niveau alimentaire, il y aurait une possibilité de le faire. Dans le reportage, il y a un médecin qui a parlé, qui a dit que l'État fait beaucoup d'efforts. Oui, exactement. Et comme effort, on peut parler de cette innovation, les cantines scolaires. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne initiative?
initiative. Là, les enfants ont l'aliment garanti à l'école, mais nous, on se demande, est-ce que l'aliment, d'accord, mais est-ce que ça contient les nutriments nécessaires? Exactement. Et on sait qu'il n'y a pas de nutritionnistes qui ont été embauchés par l'État pour s'assurer que non seulement en quantité les aliments étaient fournis, parce que la quantité, je crois qu'elle est fournie, mais surtout la qualité. Parce que l'analogie que je fais souvent par rapport, parce que des fois c'est complexe de comprendre la malnutrition. On se dit, mais si je mange à ma faim, je n'ai pas de malnutrition. Mais c'est préparer une maison. On fait une maison comment? Avec du bois et des vis. Si on a le bois, les aliments, on a une maison, on a un potentiel de maison vis, il n'y a rien qui va tenir les poteaux ensemble. Donc, de voir les micronutriments comme les vis qui vont permettre de tenir les poteaux. Donc, c'est vraiment dans cette idée qu'on doit voir la malnutrition comme le visible, la quantité alimentaire, et le moins visible, qui sont ces vis-là, qui permettent que quand tout est bien mis, et qu'est-ce que vous auriez proposé alors pour cette que beaucoup d'autres pays ont copié quand même, les cantines scolaires? Qu'est-ce que vous auriez proposé? Simplement d'avoir des nutritionnistes qui s'assurent de la qualité aussi. Et l'autre facteur que les nutritionnistes sont formés, c'est au niveau de l'hygiène alimentaire, s'assurer que les denrées sont bien manipulées. Ou si au niveau de l'hygiène, si c'est mal entreposé, on sait que certaines vitamines sont plus sensibles que d'autres à certains. Donc, les nutritionnistes sont formés pour ça et vous avez la chance d'en avoir. Il y en a une centaine qui a été formée, sont là, elles sont prêtes à travailler, prêtes à mettre leur expertise en chemin. Alors, est-ce que la façon culturelle de cuisson au Bénin est vraiment favorable à pouvoir bénéficier des nutriments, des micronutriments qui sont dans ces aliments? Au niveau de la cuisson, moi, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de friture et moi, je pense qu'au niveau de la protection, de la destruction des pathogènes, la friture reste la façon la plus sécuritaire de détruire Et comment manger? Doit-on manger cru? Bien, en fait, c'est parce que manger cru va être un autre problème, parce que si vous avez une eau qui est contaminée, c'est vraiment important de faire cuire bien. Moi, je pense pas que c'est tant au niveau de la préparation à ce point-ci, c'est plus de les mettre, de mettre ces aliments-là, de mettre les aliments qui sont riches en fer, de mettre les aliments qui sont riches en vitamine A, de mettre les aliments riches en zinc dans l'alimentation naturelle des gens pour s'assurer qu'elles vont avoir ce dont elles ont besoin. Donc, éviter beaucoup la friture. Éviter la friture, vous êtes comme le dans le double poids. Ce n'est pas de l'aliment, ça. La friture, oui, pour certains. En fait, c'est pas loin. Je veux dire, un poisson frit reste quand même une bonne source de fer et une bonne source de vitamine A. Moi, je pense que c'est plus de s'assurer d'avoir les autres choses autour. Parce que quand on commence à tout déconstruire, ce qui est le naturel, qu'est-ce qui nous fait plaisir, on n'a plus de plaisir à manger. Manger, c'est pas un médicament. Manger, c'est une source de plaisir. Et notre culture alimentaire, elle est très intime à nous. Je suis ici au Bénin. J'adore votre poulet et toutes sortes de choses que vous cuisinez, mais j'ai hâte de rentrer chez moi parce que chez moi, ça goûte comme chez nous. Et c'est très dangereux quand on rentre dans un pays de vouloir déconstruire les habitudes alimentaires parce que les gens vont pas suivre. Donc, l'idée, c'est d'ajouter et non pas de dire ce que vous faites, c'est pas bon. Non, au contraire, vous avez une façon de faire qui protège la santé en faisant frire, là, je veux dire, s'il y a quelque chose de pathogène, ça va être détruit et je pense que c'est important aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Heureuse. Oui, il faut retourner, je ne dirais pas au naturel, mais comme on l'a appris à l'école, il faut manger varié. En tout cas, surtout sains fruits et légumes. Je suis pour l'alimentation durable, moi. N'est-ce pas? Il faut établir peut-être un calendrier saisonnier par région. Pour montrer il faut manger aussi local, quoi. N'est-ce pas? Exactement. Oui, dans votre pays, voilà, telle saison, ce qu'il faut manger, ce qui est disponible. Et voilà, les ce produits que de vous pouvez saison. trouver vraiment dans ces aliments et tout. Je pense que ce serait une bonne idée en parlant, bien sûr, de projet. Alors, on va se poser juste une question. Que dit la toile sur, jeudi, de la fête de l'indépendance? Que dit la toile, en fait? C'est sur la web. Regardez. Bonsoir chers amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous et merci de votre fidélité renouvelée. Nous sommes bien le mercredi 1er août 2018, 58 ans déjà que notre cher pays le Bénin a connu son indépendance. Toute l'équipe d'ActuWeb souhaite à tous les Béninois et à toutes les Béninoises une bonne fête de l'indépendance.
Alors, que nous dit la toile ce jour? Elle nous parle d'un Américain de 38 ans qui vole un requin dans un aquarium. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ce jeune à un tel acte? Nous allons le découvrir ensemble. L'actualité nous dit que des images de vidéosurveillance visibles montrent une personne retirant l'animal d'une quarantaine de centimètres de son bassin au milieu d'un grand nombre de visiteurs. D'autres images montrent également 3 personnes prenant la fuite dans un pick-up de couleur rouge. La police a retrouvé le véhicule et a pu remonter la piste jusqu'à Anton Shannon, d'après le journal. Ce n'est qu'en ce moment que l'on découvre que c'est une affaire de collection. La toile nous informe que l'homme avait beaucoup de différents animaux marins chez lui. Il savait vraiment ce qu'il faisait. C'est la conclusion tirée par le site DHB. Le requin buffle était en bonne santé et a été placé en quarantaine. L'actualité nous apprend que l'auteur du délit a été inculpé pour vol 2 jours après l'acte, jour où l'animal a été retrouvé. Quand ça se dispute entre 2 femmes, la toile nous apprend à travers le site d'information des HB que 2 femmes se sont bagarrées dans un McDonald's aux États-Unis. Pendant que les clients d'un restaurant McDonald's profitaient de leur passage dans ce lieu, un différend futile entre une cliente et une employée a débouché sur une bagarre d'une violence extrême, offrant ainsi un spectacle inattendu aux clients du dit restaurant. La dispute entre les 2 femmes aurait éclaté à cause d'un soda, selon l'actualité. Après quelques minutes de violentes bagarres, elles ont pu être maîtrisées. Elles vont sans doute répondre de leurs actes devant qui de droit. Une occasion à saisir pour inviter les uns et les autres à la culture de la paix. La dernière information de l'actualité web de ce 1er août 2018 nous renseigne davantage sur la youtubeuse Vandermeulen qui se blesse en réalisant le fameux Kiki Challenge. Qu'il vous souvienne, chers amis téléspectateurs, le Kiki Challenge ou le In My Feeling Challenge sur Instagram est ce concept qui consiste à chanter à bord de sa voiture tout en marchant ou en dansant. Une pratique déconseillée par la police de l'Espagne. Gilles Vandermeulen, animatrice de RTL TV, s'est blessée à la cuisse en marchant et en dansant accrochée, comme le veut la règle du défi. Ne pas reproduire chez vous, c'est l'avertissement donné par celle qui a tenté de miner une chute et s'est brûlée à la jambe. Bien que ce soit que de l'humour à la base, les internautes ne sont pas tous ravis qu'elle montre ainsi l'exemple publiquement. Rappelons que la vidéo a déjà fait 34 281 mentions de j'aime sur le compte Instagram de l'animatrice de RTL TV. Cette vidéo pourrait aider donc la police de l'Espagne à atteindre son objectif, celui de décourager ceux qui s'adonnent au Kiki Challenge en ignorant les conséquences. Et ce sera tout pour l'actualité web de ce 1er août 2018. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, Marcel Gbetoro, pour la présentation de l'actu web. Avant de partir, mesdames et messieurs, suivons la météo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'événement qui a retenu l'attention la veille du 1er août, c'était la nuit de la mode béninoise. Plusieurs passionnés du thé étaient présents au Bénin Marina Hotel. Les détails dans ce journal. La retraite au flambeau, la tradition de la veille du 1er août. Plusieurs passionnés hier les rues de Cotonou pour annoncer les couleurs. Et puis 1er août 2018, fête nationale du Bénin, mais aussi heure du bilan pour le pays. Beaucoup de défis restent à relever, notamment dans le système éducatif. C'est la coutume à chaque célébration de la fête nationale. La place de l'Étoile Rouge a été le spectacle ce matin du défilé militaire et paramilitaire. C'était 1h30 de parade à la hauteur de l'événement. Les forces armées béninoises ont fait feu de tout bois pour offrir une prestation de taille sous l'œil admiratif du président Patrice Talon, de son épouse, des membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. Herman Rodrigue Amégan nous retrace les grandes lignes. Avec une ponctualité fort remarquable, le président Patrice Talon démarre l'acte 1 de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. 9h30, le chef de l'État, dans son costume sur mesure, arrive à Plakodji pour le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Un instant de recueillement. Puis il allume le flambeau et le cortège s'ébranle vers l'UNAFRICA pour l'autre phase protocolaire. Ici, le chef suprême des armées se met à bord du commande-car pour passer en revue la troupe immobilisée sur le boulevard des armées. Ce deuxième acte va durer une dizaine de minutes. Ensuite, le président de la République s'installe à la tribune officielle avec à ses côtés la première dame. Vient maintenant le défilé proprement dit pour l'acte 3. Les différents corps constitués vont se succéder sur le bitume tracé et peint pour la circonstance. Pour la toute première fois, va défiler la police républicaine, fruit de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie. Dans leur nouveau treillis aux triples couleurs, ils exécutent leur cadence. De transport de troupes ZFB 05. À la tribune, un Patrice Talon serein, souriant par endroits et généreux dans l'encouragement par ses applaudissements. 90 minutes, pas plus, le défilé militaire et paramilitaire s'est achevé. Ponctualité et sobriété ont dicté leur loi. La veille des festivités de la fête nationale, il y a eu la nuit de la mode béninoise, une première au Bénin. Plusieurs mannequins ont défilé sur scène. Ils ont mis en valeur les créations des stylistes du Bénin. L'événement a réuni au Bénin Marina Hotel les passionnés de la mode. On retrouve Herman Rodrigue Amégan. Sur l'estrade majestueusement éclairée, des silhouettes lumineuses aux couleurs du patrimoine vestimentaire béninois. Des créations de stylistes du Bénin, mus par diverses inspirations, mais dont les traits unitifs se rapportent à la valorisation de la culture locale. « 24 créateurs de mode ont présenté leur collection à un public cosmopolite et connaisseur. Une société de consommation de plus en plus exigeante
et pointilleuse sur la créativité. Le Loandoche, J.B. Rouyovi, Didier Fabrice, Pépite Adé et autres grands noms de la mode béninoise ont fait défiler plus d'une trentaine de mannequins. Paille tissée, soie, dentelle, chacun d'eux a sublimé sa muse sur une matière spécifique. De quoi faire frémir les prunelles, manifestement tombées sous le charme. C'était formidable, c'est un grand pas pour la mode béninoise et tout. Moi je suis burkinabé mais j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, l'esprit qui s'en dégage, parce qu'en Europe on n'a pas tant de couleurs dans les défilés. Là c'est vraiment, on en prend plein la vue, c'est ce qu'on veut voir quand on vient au Bénin, c'est fantastique. J'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que d'une collection à l'autre, on avait vraiment des univers différents et je suis ravie que nous ayons pu relever ce défi et que tous mes collègues aient vraiment présenté de magnifiques tenues. La Nuit de la mode, un événement qui intègre désormais l'agenda culturel du Bénin. À travers cette première édition, c'est le Bénin culturel qui se révèle, une identité qui se revendique et surtout le triomphe d'un métissage construit aux frontières d'une tradition inépuisable et d'une modernité toujours à l'affût de nouvelles sensations. Et puis, c'est un préalable de tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de l'indépendance, il est organisé une retraite au flambeau. Les participants, lampions en main, ont bravé la bitume au son des danses et animations symboliques, un peu comme pour annoncer les couleurs des festivités marquant l'indépendance du Bénin. Cette année encore, ils étaient nombreux à répondre présents. Reportage. Ces hommes, civils, militaires et paramilitaires, lampions en main, dansent au rythme des sonorités de la fanfare de la police républicaine. Ils ont sillonné les rues de Cotonou pour annoncer la fête de l'indépendance. Dans cette même ambiance festive, les participants ont parcouru les carrefours Trois-Banques, Sonèbres, Place des Martyrs et quelques zones phares de la capitale économique pour offrir un spectacle nocturne à la population, et ceci dans la gaieté. C'est un moment heureux. C'est le jour où le Bénin a cédé à la souveraineté internationale. Nous sommes tous contents. Nous espérons pouvoir vivre encore plus longtemps pour voir les générations futures apprécier les efforts que nos aînés ont fournis afin que aujourd'hui nous puissions être un pays indépendant et fiers d'être béninois. C'est très bon, les forces de l'air ils ont bien fait. La fête est belle déjà, nous sommes à la veille mais tout est bon, mais ça continue. La marche sportive de ces jeunes, après une tournée de ville, débouche ainsi à la préfecture. Occasion pour le secrétaire général de ces lieux d'exprimer son émotion et prodiguer des conseils. La fête de l'indépendance, c'est d'abord la fête de la jeunesse, puisque cela rappelle le jour où notre pays est né. Et notre pays est toujours en train de grandir. C'est la première année où la police républicaine aura l'occasion donc de défiler. Et la police républicaine, qui est une fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale, dans ces belles tenues. Et je pense que ce sera certainement l'un des points forts du défilé. Le Bénin célèbre ses 58 ans d'indépendance et plusieurs activités sont prévues. L'une d'elles, la retraite au flambeau, aura tenu en haleine les populations en attendant les manifestations proprement dites. Le Bénin, quartier latin d'Afrique. Cette expression rappelle l'époque où l'intellect béninois ne souffrait d'aucune ambiguïté. Mais il semble bien que le pays peine à garder ce titre. Et pour cause, l'école béninoise a connu bien des difficultés et a encore du mal à s'en relever. 58 ans après sa souveraineté, comment se porte l'école béninoise? C'est la question de la rédaction de BB24 en ce jour d'indépendance. Et c'est un reportage de Marcel Arrossi. Depuis les indépendances, le système éducatif du Bénin a fait du chemin. Du grand chemin d'ailleurs. De l'école coloniale, on est allé à l'approche par compétences en passant par l'école nouvelle et les nouveaux programmes d'études. Un parcours non négligeable. Dans l'ensemble,
Nous avons l'habitude d'entendre des gens dire non, rien n'a été fait. Non, c'est même anti-norme, c'est anti-nature. Beaucoup de choses ont été faites. Mais je décris le système éducatif comme un puits à large diamètre et à profondeur immense, dans lequel on verse tous les jours des seaux d'eau. Si vous ne mesurez pas ce qui est mis dedans et que vous attendez de voir le puits plein, vous n'allez jamais être satisfait. Mais alors là, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce système. Mais il y a eu des infrastructures, c'est sûr. Il y a eu des intrants pédagogiques, des documents. Il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu des bacheliers. Il y a eu des brevetés. Il y en a qui sont allés à l'université. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le niveau des apprenants est décrié sur l'ensemble du territoire depuis un certain nombre d'années. On est bien loin de l'époque où le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce titre-là continue d'être béninois. Il faut ajuster. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont au devant de la scène dans le domaine de l'enseignement. Mais beaucoup de ces jeunes n'ont pas reçu l'éducation de base qu'il faut. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant ou bien un écolier, un élève, il ne vaut pas grand-chose par rapport à nos parents qui n'ont pas eu le BPC mais qui ont servi sous le colon, qui étaient chauffeurs, gardiens, ainsi de suite. Et il y a eu un gros problème dans notre système éducatif. On a sorti du programme de l'éducation la matière dite éducation civique et morale. L'éducation civique et morale, c'est la base du comportement du citoyen. Notre système ne produit pas des patriotes. Notre système produit des valets du colon qui ont toujours le regard tourné vers la mère patrie qu'est la France, entre griffes. Parce que jusqu'à présent, très peu de Béninois aiment s'habiller localement, tenue locale, contrairement à ce qu'on voit au Nigeria où tout le monde presque est en tenue locale dans un gouvernement. Chez nous encore ici, tout le monde est à la veste, même s'il fait 45 degrés à l'ombre. La multiplication des écoles privées et la qualité de l'enseignement délivré, un souci majeur. Être enseignant à l'école, c'est une question de vocation et de motivation. À un moment donné, le formateur n'est pas suffisamment formé pour former et formater les apprenants. Dans ces conditions, il y aura toujours un problème. La formation sera toujours au rabais. Vous prenez un cordonnier, vous lui dites de faire une chaise, ce n'est pas son métier. Mais il a vu les gens faire. Il va essayer de faire quelque chose d'agencé. Ce ne sera pas correct. Pour une année scolaire, il faut dire qu'il est nécessaire d'accomplir. En tout cas, la norme au niveau de l'UNESCO, c'est au moins 900 heures de cours pour l'enseignement primaire. Mais quand on passe 500 ou 600, qu'est-ce qu'on a fait des autres heures à rester à la maison? Donc, cela joue nécessairement sur les performances. Et résultat, on a fait de beaucoup d'enfants sans éducation et ils sont devenus des quelque chose au lieu de devenir des quelqu'un. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée d'indépendance sur BB24, la chaîne du développement. Et ce sera tout pour cette édition du Grand Rendez-vous du 1er août 2018, 58 ans d'indépendance pour le Bénin. On espère, on garde espoir qu'on aura plein de citoyens au Bénin, 100% de citoyens pour un Bénin 100% développé aussi. Oui, c'est tout notre souhait. Pour vous, chers téléspectateurs, restez sur la télévision du développement, c'est BB24. Portez-vous bien. Très bonne soirée. À demain 19h.